Il est 13h31. Donc, un grand bonjour à toutes et à tous. Pascal Chevalot, consultant senior et formateur IA au comptoir des signaux, petit cabinet de conseil en Haute-Savoie, comme vous le voyez dans mon arrière-plan. Alors, j'ai directement partagé mon écran. Et c'est celui-ci. Tac, tac. Et c'est parti. Donc, ravi d'être avec vous pour ce 4e mardi de l'IA. Merci d'être au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui dérange un peu. On va pas vraiment, aujourd'hui, on va pas faire de technique, en tout cas pas nous directement dans l'IA. Donc un sujet qui dérange un petit peu, c'est l'intelligence artificielle est-elle compatible avec le numérique responsable? Alors vous avez sûrement lu tout et son contraire là-dessus. Mon parti pris pour les 30 minutes qui viennent, c'est de vous épargner 2 pièges. Alors le premier, c'est le catastrophisme qui paralyse. Et l'autre, c'est la naïveté aveugle qui aveugle, la naïveté qui risque d'aveugler. Alors, on va regarder les chiffres en face, mais surtout ce que je vais vous montrer, que des marges d'action en fait existent, et puis que vous allez pouvoir utiliser dès tout de suite après à votre poste. Alors, dernière chose avant de commencer, tout ce que je vais avancer est sourcé, et vous retrouverez une bibliographie et des sources complètes dans une des dernières slides de cette présentation. Alors, en 2 mots, voici notre feuille de route pour cet après-midi. Tout de suite, une idée à casser. Le numérique responsable, ce n'est pas qu'une affaire d'écologie, c'est toute la subtilité d'aujourd'hui. Je vais l'aborder donc sous 3 angles que je traite vraiment à égalité, c'est-à-dire l'environnement, l'inclusion et l'éthique. Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase de notre demi-heure, ce serait celle qui est en bas de l'écran. L'IA, elle a un coût, c'est vrai, mais une pratique responsable est à votre portée. Et je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Je suis là plutôt pour vous outiller. Alors, quand on dit numérique responsable, effectivement, 9 personnes sur 10 pensent tout de suite à l'empreinte carbone. Alors, c'est légitime, mais c'est réducteur aussi. Alors, il y a 2 autres dimensions que je viens d'évoquer, qui sont tout aussi importantes. C'est l'inclusion d'abord. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser des gens sur le bord de la route? Pour être aussi très transparent avec vous, quand j'étais moi-même agent territorial Océane il y a encore quelques années, le tout début, ce qui a été le déclencheur de pourquoi je me suis lancé à rédiger une formation. Et au départ, je n'avais pas du tout l'intention de partir du CIAN. C'était très concrètement parce que j'avais constaté qu'au sein même de mes collègues du CIAN, il y avait une fracture numérique nouvelle qui était en train de se créer à la vitesse à laquelle ces systèmes se développaient. Donc, moi, c'était mon premier moteur, fin février 2024, pour commencer à rédiger une formation sur l'IA. Et l'éthique, est-ce que cette IA, elle est juste? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce qu'elle est sous contrôle? On voit bien que ces 3 piliers, on ne peut pas les séparer. On va les prendre l'un après l'autre et on commence logiquement par celui dont tout le monde parle, l'environnement. En premier réflexe, quand on parle d'impact, c'est sortir un grand chiffre. Donc, vous avez sûrement entendu celui-ci, le numérique, c'est 4,4% de l'empreinte carbone française. Alors, c'est vrai, mais attention au piège, et c'est important parce que quelqu'un dans la salle virtuelle le sait peut-être, c'est 4,4%, c'est tout le numérique, c'est-à-dire vos écrans, les réseaux, les smartphones, les data centers, etc., les serveurs, les ordinateurs, la totale. C'est pas uniquement l'IA toute seule. L'IA, elle, c'est plutôt l'accélération qu'on voit à droite, la consommation des centres de données qui pourrait tripler d'ici 2030. Donc, ce qu'on appelle les centres de données, ce sont des bâtiments qui accueillent des serveurs dans lesquels on va stocker les sites Internet, mais également faire tourner l'IA. Donc, tant qu'on est sur les chiffres, je vous mets en garde tout de suite contre 2 idées reçues qui tournent partout. Ouvrez les guillemets, une requête, c'est 10 fois Google, 1 demi-litre d'eau par conversation, etc. Alors, ces chiffres-là sont très, très, très contestés. Moi, je préfère vous donner du solide et c'est juste après. Donc, voilà ce que j'appelle du solide. Alors, en juillet dernier, Mistral, donc, qui est notre champion français, donc l'entreprise française Mistral AI, a fait quelque chose que personne n'avait osé faire avant, c'est-à-dire publier ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, une ACV. C'est publier l'empreinte réelle de son IA. Ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, c'est l'impact qu'a un service ou quelque chose qu'on fabrique
du berceau à la tombe, c'est-à-dire on peut faire l'analyse du cycle de vie de ce micro, d'une voiture, d'une paire de chaussures, c'est-à-dire tous les intrants qui ont été nécessaires, tout ce qu'on a eu extraire de la croûte terrestre en ressources minérales, etc., en eau, en consommation d'énergie, donc du début de la vie de cet objet ou de ce service jusqu'au moment où on le détruit, où on va le recycler, etc. Et donc, c'est ce qu'a fait Mistral. Mistral a donc fait vraiment une empreinte réelle de son IA avec l'ADEME et avec un cabinet spécialisé, Carbone 4, que vous connaissez peut-être, puisqu'il y a une des figures emblématiques qui est Jean-Marc Jancovici. Et donc, ça a été fait selon des normes internationales. Le résultat, en fait, une question qui est posée à l'IA, c'est environ 1 gramme de CO2 et 45 millilitres d'eau. Hein, donc, pris tout seul, c'est minuscule. Hein. Ça fait grosso modo 6 mètres en voiture. Hein, l'équivalent de ça en termes d'émissions de CO2, c'est voilà, 6 mètres en voiture. Et c'est un tout petit peu, un quart de verre d'eau, quoi, hein, 45, 45 millilitres d'eau. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit 4,5 centilitres, c'est tout petit. Hein. Mais voilà tout l'enjeu. Le problème, c'est pas une requête toute seule. Hein. C'est multiplié par des milliards de requêtes par jour. Et puis l'addition change complètement la face du monde, on va dire. Hein, il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 prompts par seconde dans ChatGPT. Je vous laisse calculer le nombre de prompts que ça fait, de milliards de prompts sur une journée uniquement sur ChatGPT. Hein. C'est énorme. Donc, pour vous donner une image, l'entraînement du modèle, c'est un début et une fin, donc ça dure à peu près 18 mois. Hein, c'est l'empreinte carbone annuelle de 2500 Français. Hein, donc 2500 Français, ou alors l'équivalent de 112 piscines olympiques en termes de remplissage d'eau. Donc effectivement, c'est énorme. Donc la leçon, elle est simple. Hein. La sobriété d'usage, ça compte. Chaque fois que vous évitez de relancer 10 fois la même demande, 10 fois le même prompt, eh ben, vous économisez vraiment quelque chose. C'est ça qui est important. Alors, si vous demandez ce que c'est l'antimoine, l'équivalent antimoine pour les ressources minérales, c'est un symbole, hein, c'est le symbole chimique, là, le SbEq, c'est le symbole chimique de l'antimoine, c'est un métal en fait. Hein. Et quand on fait l'analyse du cycle de vie d'un service ou d'un matériel, on mesure en fait l'épuisement des ressources minérales avec un indicateur exprimé en équivalent antimoine. C'est exactement le même principe que l'équivalent CO2 quoi, pour le climat. C'est-à-dire qu'on ramène, en fait, on va ramener tous les métaux consommés pour fabriquer les puces, les serveurs, le cuivre, l'or, les terres rares, etc., à une seule unité de référence qui est l'antimoine. Et donc, forcément, plus les chiffres sont élevés, hein, plus le chiffre est élevé, plus on puise dans des ressources qui sont non renouvelables, des ressources abiotiques. Alors, Jack. Et il faut bien distinguer, en fait, il faut bien distinguer, donc je viens d'en parler à l'instant, les deux moments dans la vie d'une IA. Hein, parce qu'on les confond tout le temps. Le premier, c'est l'entraînement, le moment où on fabrique le modèle, on fabrique ChatGPT, Mistral et les autres. Ça, c'est un pic énorme, mais qui arrive qu'une seule fois. Hein, un exemple parlant, c'est l'entraînement de GPT-3, le premier, là, en novembre, celui qui est sorti en novembre 2022. Ça a consommé autant d'électricité que 120 foyers français en une année. Hein, puis l'équivalent d'à peu près 700 000 litres d'eau en consommation pour uniquement entraîner le modèle. GPT-4, qui est arrivé en 2023 et puis 2024, c'est sans doute 25 fois plus. Même si là, il faut être honnête, on n'a pas les chiffres exacts, ce sont des estimations. Par exemple, c'est un peu des secrets de fabrication chez OpenAI. Le deuxième moment, en fait, c'est l'inférence. Ce qu'on appelle l'inférence, c'est nos usages à nous. C'est quand nous, on est sur nos smartphones ou nos PC à poser des questions dans Gemini, dans Mistral, etc. Hein, c'est notre usage de tous les jours. Et donc, à l'unité, je le répète, c'est ridicule, mais répété des milliards de fois, c'est devenu le premier poste d'impact. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet rebond. Hein. Plus l'IA est performante, plus on va vouloir l'utiliser, etc. Et puis, bon, malgré tout, il y a quand même une bonne nouvelle pour nous, c'est l'entraînement. Ça nous échappe, en effet. On n'y peut pas grand-chose. En revanche, notre usage, lui, il est entre nos mains. Il est entre vos mains. Et c'est là que vous pouvez agir concrètement dans l'usage qu'on fait de ces IA. Alors maintenant, accrochez-vous parce qu'on change complètement d'échelle. Hein. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis donne totalement le vertige. Vous allez voir sur les photos, ça sera encore plus parlant. On a des data centers géants qui sont en train de sortir de terre en ce moment même.
Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, en janvier, quand Trump est arrivé, il a réuni les grands de la tech dans le bureau Oval, il a annoncé le projet Stargate. Et donc, Stargate au Texas, hein, au Texas et ailleurs aux États-Unis, ça va être un programme à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, avec, par exemple, au Texas, le projet d'Abilene, il y a sa propre centrale à gaz. Le projet Colossus à Memphis, c'est celui d'Elon Musk. Là, c'est beaucoup plus polémique, c'est-à-dire que ils mettent en place des turbines à gaz installées sans autorisation. Il y a des poursuites en justice qui sont pour pollution qui sont en cours dans des quartiers qui sont déjà fragiles. Et puis au bout du compte, qui paye la facture quand nous autres, ailleurs dans le monde, on utilise ChatGPT, XAI, Claude, etc. Qui c'est qui paye en partie la facture? Eh bien, c'est les ménages américains. Hein, c'est-à-dire que sur ces réseaux d'électricité, par exemple, la facture d'électricité a déjà grimpé de 21 $ par mois, en moyenne, hein, par foyer. Donc c'est monstrueux par mois. Hein. Le vrai sujet derrière, on voit bien, il est démocratique. Hein, c'est quelques acteurs privés qui sont en train de capter des capacités énergétiques entières. Hein, ils construisent ou ils rouvrent des centrales nucléaires. Ils sont en train de mettre en place des assurances pour s'assurer des capacités d'énergie le jour où ça pourrait manquer. Alors vous allez me dire, nous, en Pays de la Loire, on ne construit pas Stargate. C'est bien vrai. Et d'ailleurs, en France, ne prenez pas non plus en exemple les data centers que je vais vous montrer, qui sont construits aux États-Unis. La façon dont on construit les data centers en France n'a strictement rien à voir, notamment au niveau de l'eau. Hein. Pas du tout les mêmes techniques, et donc beaucoup plus frugaux, beaucoup plus respectueux de la ressource en eau. Donc, vous allez me dire, ouais, effectivement, on ne construit pas Stargate dans les Pays de la Loire, mais justement, on choisit les outils qu'on utilise et on choisit où ils sont hébergés. Ça, c'est vraiment notre levier à nous, collectivités territoriales. Voilà, quand je parle de data center géants dans le monde, je vous invite à aller sur Google Maps et à taper Stargate Abilene hein, dans Google Maps et vous allez voir l'emprise que représente Stargate aujourd'hui. Pour le moment, voilà, ça c'est un data center d'IA. Hein, vous voyez, c'est un paquet de bâtiments, c'est-à-dire que pour le moment, c'est 4 hectares de bâtiments, uniquement pour les bâtiments. Hein. Et regardez l'emprise au sol qui est réservé pour le projet Stargate, c'est monumental. Alors à cette théorie, on va passer un peu à la pratique. Je vais vous montrer un outil tout simple qui s'appelle Ecologits et qui mesure l'empreinte d'une requête. Alors je vais juste basculer, j'espère que vous allez voir mon écran. Tchac, tchac, tchac. Mon écran, normalement, vous devriez voir. J'espère que vous voyez bien Ecologits. Donc, je me suis mis sur le site. Alors, je vais juste regarder si vous voyez. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien parce que quand je mets l'écran, en fait, je vois plus Vous voyez bien Ecologits là, si je passe sur Ecologits? Alors oui, on le voit. Super. Ok, parfait. Merci beaucoup pour votre retour dans le casque. Alors, je reprends exactement le même scénario pour deux outils différents. Hein. Ce que je fais simuler là, vous voyez en haut à droite, c'est 30 agents et 10 pages par jour. Vous voyez que j'ai mis 10 pages, 10 questions, on va dire, par jour. Là, j'ai choisi le modèle d'OpenAI, le modèle GPT-5, d'accord? Et on regarde un petit peu les consommations, d'accord? Et puis maintenant, je vais faire la même chose, d'accord? Regardez ces chiffres, regardez un petit peu ces chiffres. 133 kWh de consommation électrique, 67,3 kg équivalent CO2, etc. Le nombre de litres d'eau. Et maintenant, je choisis, à la place d'OpenAI, je vais choisir Mistral et je vais prendre un Mistral Medium. D'accord? Pourquoi Mistral Medium? Parce que vous allez pouvoir le retrouver, par exemple, vous connaissez peut-être un outil qui est très connu, donc toi de plus en plus connu des collectivités, qui s'appelle Delibia. Dans Delibia, parfois on recourt à Mistral Medium. Donc, voilà. Et le résultat, en fait, il est sans appel. Hein. C'est que pour le même travail, GPT-5 consomme environ 3 fois et demi plus d'électricité, il émet 3 fois et demi plus de CO2 et il boit près de 4 fois plus d'eau que Mistral Medium. Hein, concrètement, c'est 67 kg de CO2 d'un côté et 20, pas tout à fait, de l'autre. C'est 700 litres d'eau contre 183, vous voyez, chez Mistral. Alors, je suis pas en train de vous dire que En ChatGPT est fait, à bannir. Oui.
voit pas le 700 litres, on voit pas la colonne, Alors, en probablement fait, c'est parce que, gauche. ouais, bah, c'est parce que je suis passé très vite, en fait. Il faudrait que je revienne. Pour que vous voyez le 700 litres, il faut que je me remette sur Ah ChatGPT d'accord, 5. non, non, OK, je croyais qu'on Voilà, voyait pas tout l'écran voilà, en fait. il est ici. OK. Non, 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 il est ici. Là, vous voyez, là, je suis sûr. Voilà, l'impact de GPT-5 pour 30 employés qui demanderaient 10 pages par jour, 10 questions par jour, d'accord? Et on regarde l'impact sur une année. Là, j'ai choisi l'horizon de temps d'une année. Donc, sur une année, ça fait grosso modo, ça fait ça en consommation électrique, en empreinte carbone et en consommation d'eau. Et puis, le fameux équivalent antimoine. Et puis la puissance, on va dire, en joules qu'on appelle ça, fossiles, des énergies fossiles. Voilà. Et quand je fais la même chose avec Mistral AI, vous voyez que je peux choisir d'autres modèles de langage. Si je prends Mistral AI et que je prends celui qui s'appelle Mistral Medium, qui n'est pas un très gros modèle de langage, et instantanément, vous voyez que les chiffres n'ont plus rien à voir, en fait. C'est 3, 3,5, 4 fois moins qu'un ChatGPT. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas ChatGPT, il n'est pas forcément à bannir, mais ce que je veux dire, c'est une chose en fait simple. Pour une tâche courante, comme par exemple reformuler un courrier, eh bien, le plus petit modèle, il fait déjà très bien le travail. C'est-à-dire qu'un Mistral Medium fait tout à fait très bien son boulot de réécrire un courrier, quelque chose de relativement simple. Et puis, il va le faire surtout avec 3 à 4 fois moins d'impact pour exactement le même résultat. Donc, le premier éco-geste, en fait, c'est le bon modèle de langage pour le bon usage. Et puis maintenant, multiplié par les milliers d'agents d'une grande collectivité ou de toutes nos collectivités françaises, bah, vous comprenez que ce choix, anodin en apparence, en fait, il pèse très lourd à la fin de l'année. Donc, un mot d'honnêteté quand même, vous l'avez vu, ces chiffres sont des estimations. Et ici, Ecologits le dit lui-même. Il le dit lui-même, parce que en fait, ni OpenAI, ni Mistral, ni les autres publient l'architecture réelle, l'architecture exacte de leur modèle. Donc, on raisonne plutôt en ordre de grandeur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la tendance, elle, elle est parfaitement claire. Je reviens sur le PowerPoint. Donc, vous voyez, dans les éco-gestes d'IA-Frugal, choisir le modèle adapté, écrire un bon prompt. C'est aussi à ça que ça sert de savoir bien prompter. C'est pour pas, voilà, c'est pour limiter les générations, les régénérations. Non, refais ça, refais ça, refais ça. Directement, quand on a compris comment bien prompter, eh bien, on est forcément économe. On va pas refaire du calcul pour rien. Allez, on bascule sur le deuxième pilier et on quitte la planète pour parler des gens, l'inclusion. Donc voici une réalité qu'on a tendance en fait à oublier derrière nos écrans. Aujourd'hui, un Français sur trois, un peu plus d'un Français sur trois, est en difficulté avec le numérique. C'est énorme. Et si on regarde la tranche d'âge, si on regarde les plus de 75 ans, c'est plus de la moitié. C'est plus d'une personne sur deux qui est en fragilité, en difficulté avec le numérique. Alors, il ne vous a pas échappé que depuis 25 ans, on a mis les deux pieds sur l'accélérateur pour numériser nos services publics. Il faut quand dans nos services, quand on dématérialise une démarche à toute vitesse en se disant l'IA va simplifier les choses, il faut quand même aussi se poser la vraie question. Simplifier, oui, mais pour qui? Parce que pour ces publics-là, eh bien, le risque, c'est pas l'inconfort, c'est vraiment de l'exclusion tout simplement. Et il y a la vitesse à laquelle vont ces IA, c'est une exclusion qui est quasiment instantanée. Moi, je le redis, mon constat au CIAN, début 2024, c'était ça. J'avais 3 types de collègues. J'avais, on va dire, les personnes formées, les geeks comme moi qui savaient, qui avaient déjà fait du code, de l'informatique, de la data dans leurs études. Il y avait deuxième, ceux qui pensaient savoir, mais qui ne savaient pas vraiment. Et troisième, ceux pour qui ce truc-là, ces IA-là, c'était le diable et il fallait surtout pas y toucher. Mais dans les faits, ce que ça traduisait, c'était instantanément en fait un fossé numérique nouveau qui se creusait à la vitesse à laquelle ce machin-là avance. Alors, sur ce terrain, l'IA, c'est une lame à double tranchant. On a déjà entendu effectivement du bon côté, si on regarde à gauche par exemple, on peut se dire l'IA, elle peut traduire, elle peut par exemple aider avec des publics allophones. Ça, c'est clair que de faire des traductions aussi bien vocales que écrites avec des publics allophones, c'est super, ça peut traduire. Elle peut prendre un courrier administratif, elle peut rendre un courrier administratif qui était imbuvable et puis le réécrire en ce qu'on appelle en facile à lire et à comprendre. Elle peut souffler à l'agent, au guichet par exemple, une reformulation plus simple. Et là,
très clairement, si on l'utilise de cette manière-là, c'est clair l'IA va inclure, elle va rapprocher. Mais de l'autre côté, forcément, l'autre côté à droite, si vous regardez bien, l'IA, elle peut servir de prétexte pour fermer un accueil physique ou pour complexifier un parcours. Alors là, très concrètement, elle exclut. Donc la règle d'or, je vous la donne. En tout cas, c'est celle que moi je nous souhaite à tous collectivement. C'est celle qui tient en une phrase. Toujours prévoir une solution, une alternative humaine, un guichet, un téléphone. C'est notre métier de service public, quoi. On laisse personne sur le bord du chemin. Moi, j'ai tendance à dire un peu, je viens taquiner les DGS et les DRH quand j'interviens en formation, puisqu'on dit souvent que l'IA va permettre d'automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, qu'elle va nous faire gagner du temps. Finalement, ce temps qui est gagné, à qui il est restitué? S'il est restitué pour être en proximité de ses collègues, agents publics ou en proximité de l'usager, là, on a gagné effectivement. Troisième pilier, l'éthique. Alors, l'éthique, 4 points de vigilance et je vais vous les rendre concrets. Le premier, ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Imaginez un outil, par exemple, qui trierait les candidatures et qui serait entraîné sur vos recrutements de votre collectivité sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? S'il n'a que pour apprendre, pour s'entraîner exclusivement vos CV, eh bien, peut-être qu'il va reproduire peut-être les biais d'hier et même les amplifier aujourd'hui. Je donne souvent un exemple, si on s'amusait à prendre les CV de tous les grands et grandes dirigeants, dirigeantes des grands corps de l'État, des grandes entreprises, et qu'on regardait ce qu'ils avaient fait comme lycée, comme études, on verrait probablement du Louis le Grand, l'Alsacienne à Paris, l'ENA, Sciences Po, les mines centrales, etc. Et donc, si vous avez fait, excusez-moi, mais le collège et le lycée de Trifouille-les-Joinville, eh bien, en fait, ce ne serait pas un ostracisme de la part de l'IA, c'est simplement, si elle s'est entraînée sur ces données-là, eh bien, elle va ressortir le même type de données. Et à l'autre bout du spectre, si on prenait les CV des livreurs de Deliveroo ou d'Uber Eats, et qu'on regardait dans quel quartier ils habitent, vous vous doutez bien que ce n'est pas forcément les chouettes quartiers. De la même manière, si vous venez, si on ne basait exclusivement notre IA d'apprentissage sur ces CV-là, on aurait exactement l'effet inverse. C'est ça un biais d'apprentissage. Donc ça reproduit en fait les biais sur lesquels la machine s'est entraînée. Le deuxième point de vigilance, vous le connaissez par cœur maintenant, jamais de données personnelles dans un outil d'IA grand public. Le troisième, c'est la transparence. Quand l'IA elle a donné un coup de main, on le dit. C'est une question de confiance avec l'usager. Il y a même maintenant l'AI Act, dont on va parler dans quelques instants. Donc l'AI Act, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un règlement de l'Union européenne qui dit que de toute façon, en tout cas, quand une image va être générée ou une vidéo va être générée avec de l'IA, il faudra l'indiquer très clairement, générée avec l'IA, etc. Donc, on doit cette transparence-là à l'usager. C'est une question de confiance. Quatrième point de vigilance, pour moi le plus important de tous, c'est l'humain qui garde la main. L'IA propose, l'agent dispose. C'est notre fil rouge depuis le tout premier mardi de l'IA, en fait. Et ça aussi, on le retrouve dans le règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, l'AI Act, Human in the Loop. C'est ça que ça veut dire. C'est de toute façon, il n'y a rien qui sort de ces IA qui n'est revu par vous. Et tout ça, ce ne sont plus simplement de bonnes intentions. Donc, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est entré dans le droit européen. C'est ce qu'on appelle donc l'AI Act. Et donc, lui, le législateur européen a décidé de classer les systèmes d'intelligence artificielle selon leur niveau de risque. Alors là, tendez bien l'oreille parce que ça vous concerne très directement. Par exemple, trier des candidatures, gérer l'accès à des aides sociales, ça peut être classé dans des systèmes d'IA dits à haut risque. Et qui dit haut risque, dit obligation. Ça veut dire qu'il faut documenter, il faut superviser, il faut garder une trace des décisions parce qu'en fait, la CNIL la CNIL ou l'ARCOM peuvent vous demander des comptes, vous demander peuvent auditer en fait vos systèmes d'IA en vous demandant quelles sont les données que vous utilisez pour votre système de candidature, d'accès aux aides sociales, etc. Donc, vous voyez, on retombe toujours sur le même principe qui viennent de l'éthique et maintenant de la loi. L'IA, elle assiste, mais elle ne décide jamais à votre place. Concernant les risques d'IA, les risques inacceptables, en tout cas les systèmes d'IA risques inacceptables, c'est l'article 5 de l'AI Act, il est rentré en vigueur
le 2 février de l'année dernière, 2025. Ça concerne tout ce qui est manipulation à base de manipulation subliminale, utilisation des vulnérabilités fondées sur le handicap, c'est strictement interdit. La notation sociale également, donc ça fait référence, vous voyez, ce qu'on appelle le crédit social en Chine, c'est totalement interdit. Et dans les risques inacceptables, il y a également la reconnaissance en temps réel sur l'espace public, c'est-à-dire le ciblage, en tout cas comment dire, la reconnaissance faciale en fait dans l'espace public en temps réel, c'est interdit sauf exception et vous en connaissez toutes et tous. Par exemple, la loi JO 2024, c'est une exception, le risque à l'atteinte, risque à la sûreté de l'État, atteinte imminente, risque d'attentat imminent, etc. Ce sont des exceptions où la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public peut être autorisée. Alors, je vais maintenant vous parler d'un signal qui m'a vraiment frappé. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui lui prend de nous parler d'une encyclique du pape? Alors, je vais être limpide sur le cadre parce qu'on est dans un service public laïque, hein. Donc, en aucun cas, il s'agit de faire du prosélytisme. C'est absolument pas le lieu ni mon propos, mais j'attire votre attention sur un fait. Donc, on a un nouveau pape depuis, il me semble, un an, Léon XIV, qui vient de publier, on est donc le 26 mai, donc il y a 11 jours, il vient de publier sa toute première encyclique, son tout premier grand texte. Et donc, le sujet qu'il choisit, c'est l'intelligence artificielle. Donc, quand vous avez une voix, donc en même temps, c'est un chef d'État, hein, le chef d'État du Vatican, quand une voix qui s'adresse, on va dire, à 1,5 milliard de personnes dans le monde choisit l'IA comme première prise de parole, c'est pas du tout anodin. Et je le cite exactement comme citerait l'UNESCO, hein. Pour moi, c'est on va dire une autorité morale. Et 3 de ces idées se transposent parfaitement chez nous. C'est 1, la technologie n'est jamais neutre. Elle porte le visage de ceux qui la fabriquent, c'est clair et net. La personne est une fin, c'est jamais un simple moyen. Et il ne faut pas creuser le fossé entre ceux qui sont dedans et ceux qui restent en dehors, ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. Alors, au fond, le droit, la morale nous disent exactement la même chose, ni naïveté, ni panique, du discernement. Je passe vite sur cette slide, c'est une boîte à outils que vous garderez sous le coude. C'est pas une slide à apprendre par cœur, hein. Vous retenez juste 2 choses. Elles sont concrètes. Premièrement, si votre collectivité dépasse 50 000 habitants, vous avez déjà depuis janvier 2025 l'obligation d'une stratégie numérique responsable, c'est pas une option. Deuxièmement, le jour où vous lancez un marché autour de l'IA, sachez qu'il existe un référentiel AFNOR, la SPEC 2314, qui est gratuite, qui est téléchargeable sur Internet, qui vous donne des critères environnementaux tout prêts à glisser dans votre cahier des charges. Et donc, le détail, je transmettrai à e-collectivité, je transmettrai une fiche mémo, hein, qui vous rappellera tout ça. Voilà sans doute la slide la plus utile à emporter chez vous. C'est une checklist toute simple, en 3 temps. Alors, 1, avant d'utiliser l'IA, 2 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je dis souvent que vous former à l'IA, c'est vous apprendre quand ne pas l'utiliser, hein, c'est déjà ça. Et donc, si oui, si vous avez vraiment besoin de l'IA, ben avec quel modèle? Et le plus léger possible. Et puis, pendant que vous utilisez l'IA, est-ce que le résultat, il est accessible à tout le monde? Est-ce qu'un humain valide avant que ça parte dans la nature? Et puis, au niveau de la collectivité, a-t-on une vraie gouvernance, une vraie stratégie? Est-ce qu'on est encore dans le shadow AI? Vous savez, le fait qu'on utilise l'IA avec son propre smartphone dans un contexte professionnel, hein, c'est ça le shadow. Donc, mon conseil très concret, imprimez cette checklist, punez-la près de votre écran, parce que c'est des petits réflexes du quotidien. Et c'est dans des petits réflexes du quotidien qu'en fait que tout se joue, bien plus que sur les grands discours. Donc, on arrive au bout et j'aimerais que vous repartiez avec 3 mots, hein, seulement 3. Hein, la sobriété, donc, le bon outil pour le bon usage. L'inclusion, on laisse personne au bord du chemin. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à être formés. Je tiens à vous dire que entre le 4 février 2025 et la date d'aujourd'hui, c'est plus de 4000 agents, cadres et élus du territoire que j'ai formés, quelle que soit la strate des collectivités. Donc, on voit bien que le service public local cherche aujourd'hui à fond à laisser personne sur le bord du chemin, ça c'est super. Et l'autre point, c'est effectivement la sobriété, c'est pas la privation, hein, c'est la pertinence, c'est ça que je souhaite vous dire. Je laisse cette slide affichée pendant qu'on échange. En fait, non, je vais direct, cela vous l'aurez, je vais directement passer à un petit WooClap. J'ai préparé un petit WooClap
Parce que j'aimerais bien savoir, alors attendez, où est-ce qu'il est mon WooClap? Il est là, ici. Mon WooClap, il est là. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà engagé, en fait, dans votre collectivité, une stratégie, une politique de numérique responsable, une réflexion autour de l'IA responsable, de l'impact environnemental de l'IA. En fait, voilà, ça va être un petit sondage. Donc, vous connaissez peut-être le principe. Il me semble que j'avais déjà fait un WooClap lors d'une des précédentes sessions. Soit vous scannez ce QR code si vous avez un smartphone sous la main, soit dans votre navigateur préféré, vous allez sur wooclap.com et comme code de l'événement, c'est e-collectivité 4 en un seul mot, 4 comme étant le 4e épisode. Alors c'est un tout petit sondage en fait, c'est juste un oui ou un non. Est-ce que vous avez déjà engagé une stratégie numérique responsable? Ça permettra peut-être comme ça, je transmettrai les infos aussi à e-collectivité et ça pourra peut-être alimenter des travaux futurs ou connexes d'e-collectivité avec vous. Alors, vous êtes 18 participants, 19. Je vais pouvoir peut-être déclencher la question. Je ne sais plus quand il est, tout à l'heure on était 26. Là, je vous laisse vous connecter encore. Parce que si je déclenche la question, vous n'aurez plus le QR code ni le code de l'activité. 22. Allez, on dit que c'est bon. Allez, c'est parti. Avez-vous déjà engagé une stratégie numérique responsable dans votre collectivité ou est-ce que vous l'envisagez dans l'année? Eh bien, c'est super, c'est très bien. Alors, c'est vrai que j'ai jamais trop parlé de nous, comptoir des signaux. Il faut savoir que nous, on est labellisé niveau 2 en numérique responsable depuis fin 2024. On était niveau 1 en 2023, niveau 2 en 2024. Et depuis l'année dernière, ça apparaît d'ailleurs sur mes slides, pour nos engagements RSE, on est Lucie 26 000. Ça, c'est pour un petit cabinet de conseil comme le nôtre, hein. On est 8 consultants exclusifs et en tout, on est 13 consultants, donc une toute petite structure. Bien, je peux vous garantir que c'est pas rien, hein. On se marque vraiment la culotte au comptoir des signaux sur l'impact qu'on a. Dans nos engagements RSE, justement, un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'on fait du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, pour les collectivités qui sont nos clients, on fait des fresques du numérique, par exemple. Donc, on donne de notre temps en mécénat de compétences. Puis on fait aussi du mécénat financier, c'est-à-dire qu'on a adhéré au 1% pour la planète. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Ce sont des entreprises qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations. Et nous, l'année dernière, en 2025, on a reversé 2,45% de notre chiffre d'affaires à des associations sur les territoires desquels on a le plus d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on s'engage avec ces associations pour 4-5 ans. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de ne pas les laisser comme ça, pas faire du one-shot, mais vraiment faire du mécénat financier. Et puis oui, ça ne vous dit pas grand-chose, 2,45%. On fait à peu près 1,6 million, 1,7 million de chiffre d'affaires. Ça vous donne une idée des enveloppes financières qu'on engage avec des associations. Je vous remercie pour ce vote. Eh ben, c'est intéressant, 35% qui ont donc un peu plus d'un tiers parmi vous qui avaient déjà engagé une stratégie numérique responsable. Et donc forcément, 2 tiers qui ne l'ont pas encore fait. Donc ça peut peut-être donner effectivement des idées si c'est dans les compétences d'e-collectivité, dans les accompagnements, choses intéressantes. Alors moi, j'en ai terminé pour la présentation. Donc si vous avez Il des y a une questions, question, Pascal. ouais, je vais arrêter le partage. Attendez voir comment je fais pour revenir. J'arrête le partage et je reviens avec vous à l'écran qui est ici. Alors est-ce qu'excepté ChatGPT, les autres IA proposent des versions gratuites, s'il vous plaît, car en testant Claude et Gemini, il est demandé de choisir un forfait payant dès qu'on tente d'écrire un prompt. Alors, ce que vous dites là est surprenant parce que chez Claude, même avec la version gratuite, en vous inscrivant simplement sur Claude, vous avez quelques crédits. En fait, ils ont un peu tous le même fonctionnement, hein, leur modèle économique est un peu tous le même. Grosso modo, vous avez le droit à quelques prompts gratuits par jour, d'accord. Et puis, mais chez Claude, ça va très très vite, hein. Ça va très très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 questions, 3-4 questions max, ça va vous dire revenez dans 5 heures, hein. Chez Claude, c'est par tranche de 5 heures, qui a une sorte de pool de questions, et ça va vous dire revenez dans 5 heures. Chez Gemini, alors là, vous me posez une craque, mais normalement, il me semble qu'avec un compte Google simple,
Moi, je me suis abonné chez Gemini qu'en septembre de l'année dernière. Ouais, je vous confirme, chez Gemini, normalement, vous avez quelques questions aussi gratuites. Alors, à savoir que chez Google, je vais vous partager un écran, je vais vous partager, il y a un site qui n'est pas très connu, chez Google, qui permet d'accéder gratuitement à leur modèle de langage qui s'appelle le Google AI Studio. Alors, attendez, je repartage mon écran. Tac. Où est-ce que je suis? Partage d'écran, il est là. Partager tout l'écran. Tac. Tac. Donc, chez Google, il y a ce site-là, aistudio.google.com. Ce site-là, il est gratuit et vous allez pouvoir tester, quand vous cliquez sur la droite, vous allez pouvoir tester les modèles de langage de chez Google. Et au passage, ce qui est intéressant, là je fais un petit peu de pédagogie en même temps, vous voyez ça vous donne le prix en fait, on va dire la façon dont Google facture et dont tous les modèles de langage vous facturent, en fonction du nombre de questions que vous posez en entrée et le prix en sortie. Mais là, c'est gratuit. C'est-à-dire que là, je peux très bien me demander ici, si je prends le Gemini, celui-là, là, le dernier, je peux lui demander qu'est-ce qu'un PLUI, par exemple, en urbanisme réglementaire. Et là, il n'y a pas de coût. Je vais simplement faire tourner le Gemini. Voilà. Ça, c'est le Google AI Studio. Mais alors, effectivement, pour le Gemini, là, ça va être un peu faussé parce que le vrai Gemini, moi, j'y suis abonné. D'accord. Tchac, j'enlève le partage. Une collectivité accompagne ses adhérents sur le sujet du numérique responsable. Eh ben, c'est super, génial. Comme ça, vous avez, il y avait un peu plus d'une quarantaine de participants. Il y avait une vingtaine de votants. Vous avez une petite répartition, Sandrine, pour le petit sondage du jour. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, un grand merci à e-collectivité de nous réunir. C'est pour ces mardis de l'IA. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et puis votre présence. Et puis au prochain mardi. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dans 2 semaines, c'est ça, Sandrine? C'est vrai que j'ai plus la date, mais bon, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.